Ahmed Bakayoko a effectué hier et avant-hier une visite de travail dans le département de Grand Laou. Il y a animé un meeting. Il a aussi procédé à la mise sous tension électrique de 2 villages avant de faire des dons au lycée municipal de la ville. Dès demain, tous ceux qui veulent se rendre d'Abidjan à San Pedro pourront le faire en seulement 45 minutes. Cela grâce à l'Airbus Q400 de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Le billet aller-retour coûte 81 000 francs CFA. Le premier vol inaugural à destination de la cité balnéaire a été effectué hier. Et puis dans ce journal, les explications du directeur général de la salubrité urbaine sur la mesure d'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, entrée en vigueur le 8 novembre dernier. Mesure qui suscite incompréhension chez certains industriels producteurs de sachets plastiques. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a effectué hier et avant-hier une visite de travail dans le département de Grand Laou. Au terme de cette visite, qu'il a qualifiée de familiale, Ahmed Bakayoko a animé un meeting au stade Henri Konan Bédié de Grand Laou devant plusieurs milliers de personnes. Il a aussi procédé à la mise sous tension électrique de 2 villages, au lancement des travaux de l'Institut ivoirien des collectivités locales avant de faire des dons de matériel didactique au lycée municipal de la ville. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, dans le département de Grand Laou pour une visite de travail. Après avoir été accueilli à l'entrée de la ville par le député maire, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a mis le cap sur l'esplanade de la mairie qui est pour l'occasion refusée du monde. Venus de tout le littoral, les populations sont sorties très nombreuses pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'illustre hôte. Ainsi, après avoir reçu la clé de la ville des mains du député maire Djaya Jean, faisant de lui citoyen d'honneur du Grand Laou, Ahmed Bakayoko a dit être venu pour toucher du doigt les réalités de la population, voir leurs problèmes et les rapporter au gouvernement. Je viens en tant que collaborateur du président et du Premier ministre toucher vos réalités, voir vos problèmes et aller rapporter au gouvernement afin que des solutions idoines soient trouvées pour le bonheur des enfants des Grands Laou. Poursuivant sa visite, Ahmed Bakayoko est allé s'incliner sur la tombe de feu Arsène Huché Assouan, ancien compagnon de feu Félix Soufouad-Boigny, avant de se rendre au lycée moderne de la ville, où il a offert 100 tables bancs. Mis par la suite sous tension électrique, les villages de Djoulabougou et d'Agoudam a procédé à l'inauguration du centre de formation, de l'emploi et du développement durable, l'espace de production d'articles des femmes à Vicam et visiter le site de 4 hectares qui va abriter l'Institut des collectivités locales. Nous avons un grand projet de création d'un institut qui va travailler au renforcement et à la formation des agents des collectivités locales. Donc cet institut, nous avons choisi Grand Laou et aujourd'hui le maire nous a mis à disposition 4 hectares et très bientôt nous viendrons pour la pose de la première pierre et cet institut va permettre de former tous les agents qui travaillent donc dans les mairies. À la suite de toutes ces visites, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a eu une rencontre avec les chefs traditionnels, les guides religieux de la région des 3 eaux. Dès demain, tous ceux qui veulent se rendre d'Abidjan à San Pedro pourront le faire en seulement 45 minutes. Cela grâce à l'Airbus Q400 de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Le billet aller-retour coûte 81 000 francs CFA. Le premier vol inaugural à destination de la cité balnéaire a été effectué hier dans la ville qui abrite le deuxième port ivoirien situé à environ 350 km au sud-ouest d'Abidjan. Francis Boifou. Air Côte d'Ivoire, désormais à San Pedro, avec 5 vols commerciaux réguliers par semaine. Au départ d'Abidjan, le passager en classe économique paiera 81 000 francs CFA TTC pour des vols en aller et retour et 202 000 francs CFA TTC en classe business. Moi qui venais une fois par mois, maintenant je viendrai chaque semaine grâce à Air Côte d'Ivoire. D'abord, le prix nous permet de le prendre. C'est très important déjà pour les opérateurs économiques. Ça va accélérer les investissements qui sont prévus. Et demain, ayant une visibilité beaucoup plus importante sur la région de San Pedro, sur les potentialités de San Pedro, du fait simplement de ce va-et-vient des opérateurs, il va y avoir un développement beaucoup plus important que nous pouvons espérer. 45 minutes pour allier San Pedro en avion, il y a certainement un impact sur le développement de la région. Des sociétés de location de voitures vont se développer, les hôtels qui vont se remplir vont effectivement
acheter auprès de nos mamans tous les fruits que vous voyez en bordure de route. Je voudrais, au nom des populations de la région, marquer notre profonde gratitude au chef de l'État. Aujourd'hui, il est possible à tout un chacun d'aller à l'aéroport, de voir l'avion et de le toucher. Ça va quand même constituer une motivation supplémentaire aux jeunes enfants. Et certains même déjà commencent à nourrir l'idée, c'est-à-dire de pouvoir devenir pilote. Pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, les vols domestiques d'Air Côte d'Ivoire auront un impact sur le tourisme. Ça permet aux touristes d'arriver sur Abidjan, de pouvoir visiter l'intérieur du pays, et San Pedro est un site touristique exceptionnel. Venir dans le sud-ouest, visiter les sites balnéaires très importants, et également au niveau écologique. On a la forêt de Taï qui est pas loin. Visiter toutes les potentialités touristiques de Côte d'Ivoire et retourner de manière très sereine et en toute sécurité sur Abidjan. Les vols commerciaux d'Air Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays à partir d'Abidjan démarrent ce lundi 24 novembre avec 5 vols par semaine à destination de San Pedro, 3 à destination de Bouaké et 3 autres vols à Korogo. La deuxième édition du séminaire sur le pétrole, le gaz et l'énergie a pris fin hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Plusieurs propositions ont été faites en vue de redynamiser le secteur, le point de Maïsako, depuis la capitale politique. La deuxième édition du séminaire Pétrole, Gaz et Énergie a refermé ses portes. À l'occasion de la cérémonie de clôture, les séminaristes ont établi le bilan des actions menées depuis 2011 avant d'élaborer des plans d'action et d'investissement. Ces participants ont aussi mis à profit cette opportunité pour faire des recommandations allant dans le sens de la redynamisation du secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le séminaire Pétrole, Gaz et Énergie 2014 recommande à Monsieur le ministre du Pétrole et de l'Énergie son implication dans la création d'une école du pétrole au sein de l'INPHB de Yamoussoukro, la pérennisation du séminaire Pétrole, Gaz et Énergie 2014. Au dire du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, la mise en œuvre de ces recommandations devrait permettre de jeter les bases d'une industrie pétrolière et énergétique forte qui va contribuer à la prospérité économique du pays. De l'exploitation des ressources pétrolières et gazières à l'augmentation de la production d'électricité, il faudrait un investissement d'environ 12 000 milliards de francs CFA pour les deux secteurs, hydrocarbures et électricité. Les participants au séminaire disent être satisfaits des travaux. Nous avons eu des experts de tous les domaines qui nous ont apporté énormément en termes de propositions. Je suis très heureux parce que les recommandations de ce séminaire ont mis en exergue l'aspect de la formation des ressources humaines. Pétrole, gaz et énergie, quelle contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire? Tel est le thème du séminaire cette année. La prochaine rencontre est prévue en 2016. Des réflexions pour améliorer la transparence dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. 2 organisations non gouvernementales viennent de tenir un atelier autour de ce sujet. Il a surtout été question d'informer et sensibiliser les acteurs du domaine à la bonne gouvernance. Sephora Zegui, Alvorassa. L'évaluation de l'état de la transparence, de la redevabilité et de la gouvernance dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. Et c'est le thème de cet atelier qui permettra d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Un processus dont le bon fonctionnement profitera aux populations. L'étude qui a été menée vient en fait faire l'état des lieux pour voir si effectivement au-delà de la conformité de la Côte d'Ivoire, si dans les faits, dans la réalité, on peut dire que l'ITIE a amené effectivement les gouvernants à être transparents. Il est important que des mécanismes appropriés de gouvernance soient mis en place pour que cette création de richesses puisse être retenue dans l'économie nationale et puisse profiter effectivement aux populations de ce pays-là. Pour l'amélioration de la transparence en Côte d'Ivoire, des recommandations sont faites par le docteur Jonathan Bédé. L'ITIE est bien mise en œuvre en Côte d'Ivoire, mais dans la mise en œuvre de cette initiative,
il y a encore des difficultés à surmonter, notamment mettre en place une synergie véritable entre les différents acteurs, faire en sorte également que l'ITIE touche un nombre plus important d'acteurs. Cet atelier qui a réuni des organisations de la société civile, des organisations internationales, des chercheurs et professionnels des médias a été validé sous réserve d'observations faites par les participants. Un plan d'action a été également adopté en vue du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'atelier. Après la célébration officielle des 20 ans de l'UEMOA à Ouagadougou, le mois dernier, les festivités marquant l'événement s'étendent à Abidjan. Un dîner a été offert à tous les ressortissants de l'Union, circonstance indiquée pour marquer la foi en cet outil d'intégration et de développement économique commun. Guy Roger Nguessan, à Boussanogo. 20 ans, ça se fête. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA continue de célébrer son anniversaire à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. À ce dîner, les ressortissants des 8 pays membres de l'Union ont réaffirmé leur fierté et leur foi à cet instrument d'intégration et de développement économique de leurs États. Avec 20 années d'existence, l'UEMOA doit désormais se projeter vers l'avenir si elle veut demeurer une organisation de référence pour Cheikh Ndir, représentant résident de l'institution en Côte d'Ivoire. Elle se doit également de relever le défi du respect de ces tests. Notre Union souffre aujourd'hui de nombreuses difficultés liées à une application insuffisante des réformes dans nos États. La libre circulation des personnes et des biens continue d'être, dans une large mesure, une préoccupation. La stabilité, la paix et la sécurité sont d'autres défis à relever selon Adama Coulibaly, représentant la ministre chargée de l'économie et des finances, Niali Kaba. En effet, toutes les activités menées par nos États et par notre Union ne pourront prospérer que si elles s'exécutent dans un climat social et économique apaisé. Au cours de ce dîner, un film a été projeté. Il a permis aux convives de revisiter les réalisations et les investissements de plus de 30 milliards de francs CFA de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Le Conseil du café cacao accompagne les producteurs dans la prise en charge scolaire de leurs enfants. Le Conseil vient justement de remettre des infrastructures scolaires et sanitaires dans la région de Sobré. Noël Niagno. Petit Béoumi, Nyamboya ou Ansiali. 3 localités peuplées de producteurs de café cacao de la région de Sobré. Elles ont été équipées en infrastructures socio-économiques de base grâce à la plateforme de partenariat public-privé de la filière café cacao. Située à 170 km de Sobré, très enclavé, Petit Béoumi s'est vu doté d'une école primaire de 6 classes avec bureau du directeur, d'une cantine scolaire et de latrines. Nyamboya bénéficie de 3 salles de classe, de kits scolaires pour améliorer les résultats scolaires et aider à la scolarisation des enfants, notamment de la petite fille. Wansiali, dernière localité à bénéficier des bienfaits de la plateforme de services partenariat public-privé de la filière café cacao, son centre de santé a été réhabilité et équipé, lit d'hospitalisation, table d'accouchement et de matériel médicaux. Le tout d'une valeur de 15 414 000 francs CFA. À cela, il faut ajouter une ambulance médicalisée de 29 millions de francs. Outre ces équipements et ces réalisations, le Conseil Café Cacao a fait don de vivres et de non-vivres aux cantines scolaires de Petit Béoumi et Nyamboya. Ces actions visent à améliorer les conditions de vie des paysans producteurs de café cacao. Les infrastructures ont été cofinancées et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les communautés bénéficiaires elles-mêmes ont financé une partie des infrastructures qui leur sont aujourd'hui données. La délégation du Conseil du café cacao s'est également rendue à Petit Bandoukou, toujours dans la région de Sobré, pour voir les résultats des expériences réalisées en matière de régénérescence cacaoyère. Cette expérience est conduite par Ikraf Mars. La mesure d'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, vous le savez, a entré en vigueur le 8 novembre dernier. La mesure suscite incompréhension et polémique chez certains industriels producteurs de sachets plastiques. Pour apporter des éclairages sur la question, Kamel Mpoku, directeur général de la salubrité urbaine, était l'invité du magazine du dimanche, ce 13h sur nos antennes. Il s'est prononcé notamment sur le contenu de cette loi. Je vous propose de l'écouter. Le décret qui a été pris le 22 mai 2013 dit
que l'utilisation des sachets plastiques, et d'ailleurs la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques est interdite. Quels sont les types de sachets plastiques qui sont interdits? En fait, c'est les sachets plastiques ordinaires. C'est des sachets qui sont très légers, très minces et qui sont d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Des sachets qui sont volatiles. Et de plus, ce sont des sachets qui sont fabriqués à partir du pétrole. Le deuxième point, c'est les sachets, les tout petits sachets qui ont une longueur inférieure à 35 cm, une largeur inférieure à 20 cm. C'est des sachets qui ne portent pas d'étiquette. Les sanctions, il y a bien entendu les peines privatives de liberté et puis il y a aussi les amendes. Les amendes vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et les emprisonnements vont de 15 jours à 6 mois. Donc tous ceux qui ne respecteront pas les dispositions du décret et de l'arrêté tomberont bien entendu sous le coup de ces sanctions. Sur le même sujet, au-delà de ce que vient expliquer Dr Camélan, nous, on s'intéresse également au pourquoi de cette mesure. Les sachets plastiques cachent souvent des effets néfastes pour la santé humaine. Les explications de Grace Kando. L'interdiction des sachets plastiques apparaît aujourd'hui évidente dans la mesure où ces sachets constituent une source de pollution en raison de leur composition. Ces sachets ont également un impact sur la santé. Il y a 7 types de sachets. Il y en a qui sont admis, j'allais dire, en matière d'utilisation pour l'alimentation, d'autres le sont vraiment beaucoup moins. Je porterai l'attention particulièrement sur les PET, qui sont donc des perturbateurs hormonaux pour l'homme, et donc qui, par diffusion, par le fait que la composition de ces sachets-là est relarguée dans les aliments ou dans l'eau, crée des perturbations hormonales qui sont donc nuisibles pour l'homme. Je citerai aussi un produit qui est extrêmement dangereux, c'est le bisphénol A, qui a toutes les conséquences sur l'homme, notamment le diabète, le cancer, l'infertilité. Au regard donc de sa dangerosité, un appel est lancé pour l'utilisation de récipients adaptés. On a pu voir que les sachets plastiques sont utilisés pour l'eau, avec des sources douteuses d'eau, sans compter le plastique bien sûr. Nous avons pu voir que ces populations utilisent ces sachets pour, lorsqu'ils ne rentrent pas à midi, prendre la nourriture, mettre le placali chaud, mettre le riz chaud, mettre la sauce chaude dans ces sachets et les consommer ensuite. Nous avons pu constater aussi que ces sachets, souvent, sont exposés au soleil pendant un certain temps et c'est là que le relargage est vraiment accentué. Donc, pour des besoins alimentaires, la population utilise ces sachets. Nous leur demandons de faire en sorte qu'ils préservent leur santé en n'utilisant plus les sachets. Qu'ils fassent en sorte d'utiliser, que nous fassions en sorte d'utiliser des récipients adaptés. C'est-à-dire, ça peut être des boîtes bien conditionnées qui permettent donc de stocker la nourriture. C'était un virage inévitable. La Poste de Côte d'Ivoire intègre les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ses services. L'entreprise envisage ainsi de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. De nouveaux services ont été lancés. Comment fonctionne-t-il? Élément de réponse avec Doigt des Lasers. La Poste Côte d'Ivoire, cette entreprise du courrier postal, redynamise ses prestations offertes à la population ivoirienne. 5 nouveaux produits viennent en complément à ceux existants, une initiative pour permettre à des milliers de clients de la structure de bénéficier des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des nouvelles mesures pour fidéliser la clientèle. La première activité est une activité d'express international, comme le font d'autres, en s'appuyant sur un partenaire de référence. La deuxième activité est une activité de machine à affranchir, qui celle-là est une activité qui est dédiée
aux entreprises de procéder à l'affranchissement de leur courrier. Il y a le courrier hybride, qui est un produit hautement technologique. Une fois de plus, le courrier arrive à la poste sous une forme électronique et en ressort sous une forme physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la Poste a décidé d'exploiter le potentiel qui se trouve dans ce qu'on appelle la poste numérique, dans l'utilisation donc des TIC, pour donc revenir à meilleure fortune. Des innovations importantes soutenues par l'État de Côte d'Ivoire, qui entend faire de la Poste Côte d'Ivoire une entreprise du service public de qualité. Déjà, un plan de redressement est mis en œuvre avec la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux qui devront trouver des stratégies idéales pour le repositionnement de la structure sur le marché local et international. L'actualité politique ce dimanche encore est marquée par les campagnes de sensibilisation sur fond de l'appel de Daoukro. Cette fois, c'est le ministre des Transports Gaoussou Touré qui s'est rendu dans le Kabadougou, dans le nord-ouest du pays, pour inviter les militants du RHDP à s'approprier cet appel. Abou Sanogo. Mieux expliquer les enjeux de l'appel de Daoukro et sonner la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara en 2015. Tel est le sens de la tournée d'explication et de sensibilisation effectuée par le ministre des Transports Gaoussou Touré dans la région du Kabadougou. À la tête d'une forte délégation, l'émissaire du Rassemblement des Républicains s'est respectivement rendu à Madinani, Séguélon, Samatigila, Béléban et Odjene, où il a animé des rencontres en présence de nombreux militants et sympathisants du parti. Aux différentes étapes de sa mission, Gaoussou Touré a indiqué que l'appel de Daoukro est le symbole de la reconnaissance de l'immense travail abattu par le président Alassane Ouattara en peu de temps. Il a donc exhorté les militants à se mettre en ordre de bataille dans l'union, l'entente, la cohésion, afin d'offrir au président Alassane Ouattara un second mandat dès le premier tour en 2015. Et nous savons qu'avec cette décision du grand président du PCU RDR et de l'ensemble des présidents du RHDP, un Foucault sera une réalité à l'élection de 2015. Et nous sommes certains que le président Alassane Ouattara sera élu à une majorité écrasante. De Madinani à Séguélon, tout comme à Samatigila, Béléban et Odjene, les militants ont exprimé leur adhésion à l'appel de Daoukro. Le ministre des Transports nous a mis en mission et dès aujourd'hui, on commence la pré-campagne. Nous ambitionnons faire 100%. Engagement a donc été pris par l'ensemble des militants de tout mettre en œuvre pour porter le message le plus loin possible en vue de la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Après Odinier, Abou Sanogo nous mène à Sanguiné, Podiaguiné, c'est dans le district des montagnes, dans l'ouest du pays. Les militants du Rassemblement des Républicains y ont un nouveau siège obtenu grâce au secrétaire départemental adjoint du RDR de Mans qui vise la réélection du président Ouattara. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre Sidiki Konaté. Un siège flambant neuf offert aux militants du Rassemblement des Républicains de Sanguiné dans la région de Mans. Un geste du secrétaire départemental adjoint du RDR de la région, Rémi Dion, qui remet officiellement les clés du bâtiment à Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint chargé des syndicats, de la société civile et du monde associatif du RDR. Devant une foule nombreuse, Sidiki Konaté, qui entamait une mission de sensibilisation et de remobilisation des militants du RDR dans les régions du Tompi et du Guémon, a félicité le donateur pour son courage et son dévouement pour le parti. Il a également demandé aux militants de travailler pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Sidiki Konaté a appelé au rassemblement autour des cadres de la région qui ont choisi de soutenir la politique du président Alassane Ouattara et œuvrent pour la paix, la cohésion sociale, mais surtout pour le développement de la région du Tonkoui. Le donateur Rémi Dion entend donc œuvrer pour la réélection du président Alassane Ouattara. Dans l'actualité culturelle, la 9e édition d'Afrique Fashion Show, un événement de promotion de la mode et de la création africaine, initié par Isabelle Hanot, ponctué de prestations artistiques, la soirée a été rehaussée par un défilé qui a permis à 13 créateurs africains, dont 7 de la Côte d'Ivoire, de montrer leur savoir-faire. La ministre de la Communication y représentait la grande chancelière marraine de la cérémonie. Elle avait à ses côtés son collègue du tourisme, Roger Kakou. Afoussiata Bamalamine a exhorté les créateurs d'Afrique à porter haut le flambeau de la mode africaine. On fait le point avec Herman Niamier. Du glamour et du rêve à cette 9e édition de l'Afrique Fashion Show.
Les créateurs africains ont une fois encore fait montre de leur talent en matière de créativité. L'initiatrice Isabelle Hanno a été honorée. Le public a répondu massivement à son invitation. Je pense qu'un pari a été réussi. Je pense que depuis quelque temps, les Ivoiriens commencent à s'intéresser à la mode. Ils commencent à se rendre compte que c'est un secteur qui est porteur. Ils commencent à se rendre compte de la qualité du travail donc, de nos créateurs. Et ils font surtout le déplacement. Des sommités de la mode ivoirienne, africaine et d'Asie ont également effectué les déplacements. Et pour la série de présentations de créations, c'est le célèbre couturier ivoiro-burkinabé Patéo qui a donné le ton. Suivra ensuite des stylistes de renom comme Eloi Sessou, Wafa Saki, Sissé Moïse, Céline Kobi, Habib Sangaré, tous de la Côte d'Ivoire, et de Grace Wallace du Togo, Koro Deka du Burkina Faso et de Camilla Bajla d'origine indienne qui habite des stars hollywoodiennes comme Angelina Jolie, Nicole Kidman, Sandra Bullock. Le clou des défilés a été l'affaire du célèbre couturier nigérien Alpha D qui signe son retour en Côte d'Ivoire après une longue période d'absence. Je suis fier d'être Africa Fashion parce que c'est la 9e édition et je crois que Isabelle Hanno fait un travail exceptionnel et c'est une bonne image pour le continent africain. Autorités et spectateurs, tous ont été séduits par le savoir-faire des stylistes. Elles étaient toutes, les unes et les autres, très très belles, toutes les tenues. Donc forcément, j'ai eu du mal à faire un choix et je crois que si je devais faire un choix réellement, c'est de prendre toutes les tenues et de les mettre chez moi et de les porter. C'est juste magnifique. Avec la présentation de certains stylistes, nous avons eu l'occasion de découvrir un modèle. C'est formidable, c'est véritablement encouragé, ça fait connaître les valeurs africaines et je crois que ça participe aussi au développement. Le public a eu droit, en plus des différents défilés de plusieurs prestations d'artistes chanteurs de renom, dont Pierrette Adams. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a procédé mercredi au lancement officiel de la 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants. L'événement, qui se tiendra du 9 au 15 décembre prochain ici à Abidjan, s'articulera autour du thème « Grandition, unis autour du livre ». Pour cette 3e édition, la participation de plusieurs pays est annoncée. Serge Collet. 7 jours pour célébrer la littérature enfantine, renforcer le goût de la lecture chez les enfants en les plongeant dans l'univers éducatif et instructif du livre. La 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan est une initiative de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La particularité de cette édition, c'est la notion du vivre ensemble que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire voudrait développer par le biais du livre et de la lecture à l'intention des jeunes. 3 pays prendront part à cette édition 2014 des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan. Il s'agit de la France, du Cameroun et du Maroc. 3 prix sont en jeu, le prix de l'écriture dénommé Autour des mots, le prix de la meilleure récitation de poèmes et le prix du meilleur album pour enfants. Le parrainage de cette édition est assuré par Zora Gebari, l'épouse de l'ambassadeur du royaume chérifien en Côte d'Ivoire. Elle promet de contribuer à la réussite de cet événement qui inculque aux enfants les vertus de la connaissance et du savoir-faire pour la réalisation de leur bien-être. La 3e édition des Journées internationales du livre pour enfants d'Abidjan se tient du 9 au 15 décembre prochain. À l'étranger, les Tunisiens aux urnes ce dimanche pour une présidentielle historique. Un vote pour élire leur président pour la première fois depuis la révolution de 2011. C'est un scrutin auquel participent 27 candidats, dont le chef de l'État sortant et le dirigeant du parti vainqueur des législatives. Cette journée restera dans la mémoire de toute une nation. La Tunisie vote pour la première élection présidentielle libre et démocratique de son histoire. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 27 000 observateurs ont été accrédités pour vérifier le déroulement de l'élection. Émus et apaisés, les Tunisiens votent dans le calme. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important. J'espère que j'ai fait le bon choix et j'espère que les gens savent qui choisir pour que la Tunisie devienne un meilleur pays. Leur choix, les Tunisiens le font parmi 22 candidats, mais d'ores et déjà, l'un d'entre eux est donné favori. Le voici, Béjid Kaïd Essebsi, ancien ministre de Bourguiba. Son parti laïque Nida Tounes est le vainqueur des législatives en octobre. L'ambiance festive lors de son meeting à Tunis laisse-t-elle présager sa victoire?
Son principal rival, c'est lui, le président sortant Moncef Marzouki, opposant historique au régime de Ben Ali. Son parti, le Congrès pour la République, a subi un échec aux dernières législatives en remportant seulement 4 sièges sur 217. Ennahda, deuxième force politique du pays, n'a pas présenté de candidat à la présidentielle. Les islamistes ont-ils pris peur de se heurter à la difficulté de l'exercice du pouvoir ou soutiennent-ils, sans le dire officiellement, Moncef Marzouki, le président sortant? 4 ans après la révolution, les Tunisiens ont acquis le droit de choisir leur président et veulent désormais s'ériger en modèle. On est fiers d'être le pays le plus démocratique du monde arabe. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe à ne pas sombrer dans la guerre civile et le chaos. Sa société civile et ses institutions lui ont permis de résister aux turbulences de sa révolution. Et on vient de l'apprendre, au Burkina Faso, on connaît le nouveau gouvernement de transition. Le président de la transition, Michel Kafando, s'occupera du portefeuille notamment des affaires étrangères. Le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, aura en charge celui de la défense. Joséphine Ouedraogo, qui fut candidate à la présidence de la transition, a nommé garde des Sceaux. Des personnalités issues de l'armée sont nommées au ministère de l'Intérieur, des Mines et des Sports. On vous en dira un peu plus dans les heures qui suivent. Voilà qui met fin à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.